La vie en van, fourgon aménagé ou camping-car, ça fait rêver sur YouTube. La réalité, elle est parfois tout autre. Dans cette vidéo, je partage avec vous 8 désavantages de la vie sur les routes, de la vie de digital nomade aussi, combinée à cette vie de van lifer. Et vous verrez à la fin de cette vidéo si c'est vraiment fait pour vous. Nous sommes Caroline et Steve. Entrepreneurs nomades, nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. Comme le veut la coutume, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et aussi à nous rejoindre sur Instagram pour beaucoup plus d'interactions. À la maison, à part changer sa bonbonne de gaz de temps en temps, on ne s'inquiète pas tellement de savoir si l'eau va sortir du robinet ou si l'ampoule, la télé, l'ordinateur va s'allumer quand on va appuyer sur l'interrupteur. Mais vivre sur les routes, que ce soit en fourgon aménagé, van ou camping-car, ça implique forcément d'apprendre à gérer ses ressources à la fois en eau, en électricité et en gaz. Et selon l'équipement que vous avez dans votre véhicule et aussi votre façon de consommer vos ressources, eh bien votre autonomie sera plus ou moins importante. Les réserves d'eau, évidemment, elles sont limitées. Dans notre cas, nous avons 100 litres, mais il y a des personnes avec des véhicules mieux équipés, plus importants, plus imposants, qui ont des réserves qui vont jusqu'à peut-être 200, 300, 500 litres. Et d'autres encore qui ont des véhicules où il y a le confort minimum qui se trimballent avec des jerrycans de 20 litres. Et quand on vit dans une maison, on ne réalise pas nécessairement, ou dans un appart, que la consommation d'eau, en fait, elle est assez facile. Que ce soit pour faire la cuisine, la vaisselle, pour se laver, pour boire, quand on tire la chasse d'eau, etc. Tout ça, ça consomme beaucoup d'eau. C'est comme une évidence quand je vous le dis ici, mais quand on vit sur la route, en fait, on veut être vigilant à tout ça. En tout cas, sans rivière sur notre spot, on tient en moyenne 7 à 10 jours avec 100 litres d'eau. Et c'était évident qu'on ne prend pas une douche tous les jours, mais on se lave quotidiennement, contrairement aux idées reçues sur les van lifers peut-être. Et je ne parle pas d'une toilette de chat, ok? Et on cuisine aussi, on fait la vaisselle. Et dans ce mode de vie, il faut donc apprendre à économiser l'eau, utiliser juste ce qu'il faut et à un moment donné, se donner la peine d'aller remplir, ce qui n'est pas toujours simple en fait, ce qui n'est pas toujours une mince affaire parce qu'il n'y a pas un robinet disponible à chaque coin de rue. Donc il faut déjà trouver les aires de remplissage. Donc si vous êtes du genre à faire une douche par jour, à laisser le robinet ouvert pendant que vous lavez les dents ou que vous faites la vaisselle, eh bien vous aurez peut-être intérêt à revoir votre manière de consommer si vous ne voulez pas passer votre vie à la station de remplissage. Et si c'est parfois pénible au fond, c'est vrai, de devoir se raisonner, de se limiter, etc. Ça fait partie de la van life et surtout, c'est bon pour la planète. Bon, l'électricité, c'est tout un programme en termes d'installation. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas consommer comme à la maison. Encore une fois, votre batterie peut très vite se décharger, surtout si, comme nous, vous avez besoin de travailler sur du 220 volts pour recharger vos ordinateurs, le drone, la caméra, etc. Donc, pour avoir un max d'autonomie en termes d'électricité, il faut s'équiper un peu. Et ça, c'est déjà une contrainte, c'est déjà un petit truc un peu pénible, c'est que ça coûte cher. En tant qu'entrepreneur du web, nous n'avions pas d'autre choix que d'investir pour un maximum d'autonomie. Donc ça coûte cher et parfois ça ne sert pas à grand chose parce que s'il n'y a pas de soleil, de toute façon, on n'aura pas d'électricité. Donc ça veut dire que selon vos besoins, selon si vous travaillez, que vous êtes comme nous des digital nomades, eh bien ça va être une contrainte, il va falloir réfléchir sur comment je fais pour toujours avoir du jus. Autre ressource dont nous allons parler, c'est du gaz. Donc, selon votre installation, vous êtes peut-être au propane ou au GPL. Dans notre cas, eh bien, nous sommes aux deux. Nous avons du GPL et nous avons du gaz. La consommation n'est pas réellement excessive, sauf en hiver évidemment, si votre chauffage est au gaz. C'est aussi notre cas. En général, quand les températures sont basses, on doit refaire le plein de GPL toutes les semaines. Ok? Donc là aussi, ça change un peu de la maison. À la maison, dans l'appartement, on a le chauffage, souvent il est électrique, on ne se pose pas de questions, voilà. Et on ne va pas changer son gaz toutes les semaines pour se chauffer. Donc chez nous, le gaz, il permet de cuisiner, de se chauffer, de chauffer notre eau,
pour la douche et d'avoir du coup une bonne température même en hiver. Et le ravitaillement en gaz, surtout en période d'hiver, détermine souvent notre parcours. C'est ça qui est un petit peu pénible parfois. Ça va aussi déterminer le temps où on va rester à un endroit. En fait, toutes les ressources vont déterminer le temps et le parcours le plus souvent. Tout simplement parce que on n'en trouve pas dans tous les pays, dans toutes les régions, notamment en ce qui concerne le GPL. C'est plus facile pour le propane, mais pour le GPL, c'est un petit peu plus difficile. D'ailleurs, c'est une bonne idée d'y réfléchir avant de s'équiper en GPL éventuellement. Par exemple, en Laponie, il faut s'accrocher réellement pour faire le plein de GPL. En Finlande aussi, a priori, c'est pas si simple que ça de faire le plein de GPL. Donc, selon l'installation, il vaut mieux choisir aussi sa saison pour les déplacements. Mais si faire le plein, c'est nécessaire pour le gaz, l'électricité et l'eau, il faut aussi vidanger. Et ça, c'est déjà beaucoup moins glamour que de se prélasser sur une plage de sable fin. L'une des principales contraintes quand on vit sur les routes, c'est la vidange des eaux sales. Que ce soit en fourgon aménagé, en camping-car ou en van, parfois, eh bien, on est équipé de toilettes. Ces toilettes vont limiter l'autonomie et aussi déterminer les déplacements. C'est vrai pour les toilettes chimiques, mais aussi, contrairement aux idées reçues, c'est vrai pour les toilettes sèches dont le vidage doit aussi respecter une certaine réglementation qui est au fond tout aussi contraignante. C'est vraiment l'une des principales contraintes quand on vit sur les routes. Imaginez de devoir vider les toilettes de votre maison ou de votre appartement tous les 4 à 5 jours, voire tous les 2 jours si vous êtes une famille, mettons, de 4 personnes. Je suis sûr que ça, c'est un truc pas très fun que vous avez envie de faire. Mais ça reste quand même un confort non négligeable que d'avoir ses propres toilettes dans son véhicule. Par contre, donc, comme je vous le disais, il faut les vider. Et une cassette de taille normale, comme celle-ci, en moyenne, va permettre d'avoir une autonomie d'environ 4 jours pour 2 personnes. Évidemment, si vous êtes plus nombreux, ça va limiter l'autonomie. Autre inconfort, c'est la chaleur en été qui peut faire remonter les odeurs pas très sympas et qui peut obliger à vider un peu plus souvent. Donc ça dépend aussi des produits que vous utilisez et si vous êtes en toilette sèche ou non. La vie sur les routes, en véhicule aménagé, est au rythme de nos besoins primaires. C'est aussi simple que ça. Se rendre à la station de vidange, c'est jamais le truc le plus fun et le plus glamour qu'il soit. Il faut vidanger la cassette, ici, dans un compartiment comme celui-ci, nettoyer la cassette, la recharger en produit. Et en général, on en profite aussi pour vider les eaux usées du réservoir, donc d'eau grise, on va dire, qui sont les eaux de la douche, de la vaisselle, etc. Inutile de préciser que tout cela ne se fait pas à la sauvage, même si malheureusement certaines personnes ne se privent pas. On ne vidange jamais en pleine nature. Jamais. Il y a des lieux dédiés pour ça et c'est réellement important de respecter ça. Même pour les toilettes sèches. J'insiste parce que souvent, on se fait croire que les toilettes sèches qui ont bonne presse peuvent être vidées comme ça dans une poubelle, dans un conteneur. En réalité, c'est totalement interdit et c'est logique que ce soit interdit. Vous comprenez donc que dans une maison ou un appart, on ne se pose pas toutes ces questions. Mais avant de choisir ce mode de vie nomade, c'est mieux d'y penser. Ce serait complètement cliché que d'imaginer qu'on est toujours sur un spot magnifique au bord d'une plage, d'une rivière ou que sais-je encore, ce qui est le cas aujourd'hui à l'occasion du tournage de cette vidéo. Bord de mer, soleil, en plus il n'y a personne, c'est l'avantage d'être hors saison et donc en van life à l'année. Mais en réalité, trouver un spot pour séjourner ou juste pour passer la nuit peut vraiment être un casse-tête, surtout quand on a quelques exigences. Parfois, on peut passer 2 à 3 heures pour trouver un spot qui nous convient véritablement, surtout quand on ambitionne d'y rester plusieurs jours. Donc, si c'est juste pour une nuit, on se satisfait de peu, on n'a pas toujours le temps et l'énergie de chercher, on n'a pas forcément envie de chercher. Donc, on peut se retrouver sur un parking bien pourri, dans une zone industrielle bien pourrie. Le problème, c'est que le lendemain, de toute façon, il faudra accepter de toute façon de consacrer du temps pour trouver mieux. On peut utiliser des applications qui aident, mais une fois sur place, on peut aussi être super déçu. Soit qu'il y a trop de monde, soit que c'est moche, soit que c'est pas sécure, soit qu'on capte pas la 4G. Donc on pourra pas bosser si on ne trouve pas la 4G. Donc c'est vraiment, ou alors ça peut être interdit. Bref, le mythe de la vie en van sur un spot
spot idyllique tous les soirs, c'est bon pour Instagram. La réalité, c'est que 6 fois sur 10, en moyenne, on ne trouve pas de spot idéal, sauf peut-être en Suède, parce que ça dépend aussi des pays. Donc, il faut comprendre que très souvent, eh bien, on est limité, il y a des interdictions de plus en plus. Et les interdictions, c'est d'autant plus vrai quand on est en camping-car, donc beaucoup plus imposant. Donc, si vous voulez vivre sur les routes, souvenez-vous que ça peut être assez usant et il vous faudra y consacrer du temps et de l'énergie pour trouver le spot où vous vous sentirez bien, serein, en sécurité et idéalement qu'il soit paisible et joli. Et il faut savoir aussi que parfois on peut être dérangé en pleine nuit, on peut être chassé par la police, comme ça nous est arrivé au Portugal. Les personnes qui font trop de bruit et qui viennent s'installer à côté de vous, ça peut aussi vous pourrir un petit peu la nuit, mais heureusement, c'est assez rare. Dans un petit espace, en fait, comme c'est petit, tout prend plus de temps. Se déplacer prend plus de temps. Prendre une douche prend plus de temps. Si on a la chance d'avoir une douche dans son véhicule, il faut installer la douche. Il faut attendre que l'eau chauffe. Il faut mettre les bonnes parois en place. Il faut enlever la plaque qui est au sol pour être dans le receveur de douche. Il faut mettre le rideau. Il faut installer le truc pour prendre sa douche. C'est pas juste je rentre dans ma douche, je sors de ma douche. C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Quand en plus on n'a pas une douche dans son véhicule, il faut peut-être aller à l'extérieur, peut-être prendre une douche à la piscine, peut-être dans un gymnase, peut-être dans des douches publiques, peut-être dans une station-service. Il existe plein de possibilités en fait, mais ça s'organise et ça prend aussi du temps. Sortir les poubelles, ça prend du temps. Ça a l'air de rien, mais sur la route, très souvent, on tombe sur des poubelles avec des badges en fait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas de la commune, si vous n'avez pas un badge, vous ne pouvez pas déposer votre poubelle. S'il n'y a pas de badge, parfois il y a des cadenas, voilà, des conteneurs quasiment cadenassés, mais clairement avec des chaînes. Mais je peux comprendre que les gens n'aiment pas trop qu'on vienne déposer ces déchets dans leur conteneur. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, ça a l'air de rien, mais simplement de sortir ces poubelles, parfois, selon les régions, selon les endroits, ça prend du temps et il faut faire des kilomètres pour pouvoir déposer sa poubelle. Se déplacer d'un point A à un point B, ça prend du temps aussi parce qu'il faut d'abord tout bien ranger dans son camion. Parce que quand on vit dans une maison, on sort de sa maison, on rentre dans la voiture et on se rend au point B. Mais quand on vit dans un fourgon aménagé, un camping-car ou un van, il faut ranger tout ce qui traîne à l'intérieur pour ne pas que ça se balade pendant qu'on roule. Donc à chaque fois, ça te prend du temps de tout ranger ça et donc de se rendre sur le point B, sur lequel il faudra à nouveau tout défaire, etc., etc. Donc ça prend du temps de se déplacer. Faire des courses, ça prend du temps aussi parce qu'en fait, on en fait plus souvent. Comme on manque d'espace dans le véhicule, on fait des courses un petit peu plus souvent. Le frigo n'est pas très grand, donc il faudra vraiment s'approvisionner plus fréquemment. Ça prend aussi du temps de ranger les courses, puisqu'il faut être stratégique, ranger toujours au bon endroit, de façon à ne pas perdre justement trop de place. Ça prend du temps. Si vous êtes quelqu'un de pressé, un homme ou une femme pressé, dites-vous que la vie en van life, en fourgon aménagé ou ce que vous voulez, il faudra compter avec le fait que ça prend du temps. Au fond, ce qui devait prendre 10 minutes peut prendre 1 heure ou plus, ce qui est énervant un petit peu. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Caro ne s'attendait pas à cette expressivité totalement spontanée, n'est-ce pas? Donc, par exemple, on se souvient qu'en Norvège, alors que nous étions en quarantaine chez des particuliers qui avaient eu la gentillesse de nous accueillir à cette occasion, nous avons dû faire 50 km parce que le lieu de vidage des toilettes était hors service. Celui qui était juste à 5 minutes du spot était hors service. On a dû rouler 50 km pour aller vider une cassette en moins de 5 minutes. Okay, et ça, je vous le dis, c'est un imprévu qui fait un petit peu mal au cucu. C'est le cas de le dire. Bon, bref. Plus d'1 heure de route, pour ça, c'était pénible. Donc, l'une des grosses difficultés quand on vit dans un fourgon aménagé, c'est l'espace. On n'a pas beaucoup d'espace, on n'a pas tant de place que ça pour ranger, par exemple, nos vêtements. Si vous êtes des accros du vêtement, il va falloir accepter de vous limiter en nombre de chaussures, en nombre de chemises, de t-shirts, de pantalons, etc. ou de robes pour les femmes. Bref, il faudra faire des choix. Avec Caroline, nous avons dû faire ces choix-là parce que clairement, on a vite fait de remplir. Donc, à moins de sacrifier les rangements de la cuisine ou d'autres matériels pour mettre ses vêtements,
ben, au fond, il faudra faire vraiment des choix. Donc, nos achats sont aussi dirigés dans ce sens. C'est-à-dire que quand on achète des vêtements, on va vérifier qu'il y ait la place de les mettre et en général, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on les remplace. On change les anciens vêtements et on en met de nouveaux. Mais on n'accumule pas parce qu'on n'a pas assez d'espace. Donc avant d'acheter quoi que ce soit, la vraie question que l'on se pose, c'est quelle est la place que ça va prendre et est-ce que on a cette place et surtout, qu'est-ce qu'on va devoir retirer potentiellement pour pouvoir faire cet achat. Donc c'est vrai pour les vêtements, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Donc pensez-y, quand on vit dans un espace aussi réduit, il faut savoir faire des choix sur ce que vous emportez ou non. Il y a plusieurs façons de vivre la van life. Opter pour une année sympathique, comme on dit, quelques mois de congés sans solde, quelques semaines de vacances, et dans ce cas, gagner de l'argent, c'est pas un problème, le salaire, il arrive, ou alors vous avez une réserve, vous avez juste à profiter. Donc c'est pas utile pour vous de savoir comment vous allez générer des revenus. En plus de la liberté que peut vous offrir la van life, c'est peut-être aussi pour vous l'occasion de travailler moins, de gagner peu pour dépenser peu. Alors peut-être que vous avez envie de faire du woofing, de l'intermittence, un travail en saisonnier, vous voulez faire peut-être quelques réserves pour pouvoir partir pendant quelques mois. Bref, vous pouvez vous poser quelque part et vous bosser un temps pour mieux repartir ensuite. Mais si vous êtes comme nous, c'est-à-dire si vous voulez être des entrepreneurs nomades, donc digital nomades, mais qui bougent tout le temps, donc à la mode van life, proposez vos offres, vos produits, vos services en ligne pour générer vos revenus sur le web et donc être libre de le faire partout en bougeant aussi souvent que vous le souhaitez, alors vous allez devoir concilier vie nomade et entrepreneuriat. Et ça, c'est pas une mince affaire pour être tout à fait honnête. Par exemple, en ce qui me concerne, je crée des formations et des programmes d'accompagnement pour les particuliers qui veulent oser se lancer dans le projet qui les font vibrer, qui leur ressemble vraiment. Et puis, je propose aussi des accompagnements pour les entrepreneurs du bien-être qui veulent développer leur activité en ligne ou hors ligne, ou encore pour les personnes qui, comme nous, en fait, ambitionnent de devenir digital nomades, de développer leur activité tout en voyageant. Et croyez-moi, c'est du sport, ok? Parce que ce métier-là, en fait, qui est le mien et celui de Caro aussi, eh bien, il englobe énormément de choses. La création de contenu, la création de sites internet, du coaching, se déplacer beaucoup, faire face aux imprévus, trouver des spots avec la 4G qui nous conviennent. Et c'est difficile de concilier tout ça avec le besoin de concentration, de stabilité, de focus dont il est nécessaire pour pouvoir développer son entreprise. Il faut apprendre, au fond, à être discipliné pour être efficace. Il faut donc être vigilant, en fait, à ce sujet pour ne pas que ce mode de vie, au fond, devienne une contrainte. C'est-à-dire qu'on peut être digital nomade sans forcément être van lifer. Mais quand on décide d'être les deux, il va réellement falloir apprendre à gérer l'ensemble. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous aussi, vous aimeriez devenir digital nomade, et pas spécialement en mode van life d'ailleurs, faites-vous connaître sur le lien que je vous mets en description, parce que courant 2021, je vais proposer à un petit groupe de personnes déterminées, motivées, un soutien spécifique pour se lancer en tant que digital nomade. Donc manifestez-vous pour être tenu informé, vous aurez un tout petit formulaire à remplir pour que j'apprenne à vous connaître, et puis je vous contacterai par la suite si vraiment je pense que je peux vous aider. Donc toujours est-il que la vie en van, ça fait rêver, mais dans la réalité, comme toujours, il y a un prix à payer. Êtes-vous prêt à payer le prix de la vie en van? T'étais bien derrière la caméra? Bah, il faut bien quelqu'un des fois derrière. Ça va, je t'ai pas mis trop de stress? Si. Je suis un peu chiant avec les vidéos, mais on s'aime et ça, c'est ce qui change tout. Elle me supporte. Alors, la vie en van, ça fait rêver, mais dans la réalité, comme toujours, il y a un prix à payer. La vraie question, c'est, êtes-vous prêt à payer le prix de la vie en van? C'est pour ça que c'est important aussi de connaître les coulisses et de savoir un petit peu comment ça se passe derrière. Donc, en ce qui nous concerne, même s'il existe des contraintes, nous, on est ravis de ce mode de vie. Oui, parce que de toute façon, des contraintes, il y en a dans tous les modes de vie, d'accord? Donc, ça nous convient parfaitement et surtout, on se plaint pas. Non, du tout. Okay.
Même si parfois, je l'avoue, on en a des fois un peu marre. On en a marre. Mais Ouais. si on vous fait cette vidéo, c'est pas pour nous lamenter. C'est encore une fois juste pour vous dire, voilà notre réalité. Oui. On s'en plaint pas. Mais c'est vrai que des fois, c'est chiant, c'est usant. On n'a pas envie de... Voilà, et ça prend du temps et tout ça et tout ça. Et en même temps, quand on vit dans une maison, il y a des moments où on en a marre d'être dans une maison et on aimerait bien voyager tout le temps. Donc, dans chaque mode de vie, il y a des soucis. Il y a des contraintes. Des- Mais dès qu'on visite une région, un pays, qu'on fait de belles rencontres, on oublie ces contraintes et on est vraiment... Là, on est en bord de mer. Pour le coup, c'est un très beau spot. Oui. Et vraiment, voilà, rien que ça, c'est du plaisir. En attendant la prochaine vidéo, cliquez sur la petite vignette qui se met sur la tête de Caro ou la mienne. Hein, on va voir ça au montage. Comment survivre à l'hiver, justement, quand on vit dans un fourgon aménagé? Parce que c'est aussi une contrainte, potentiellement, d'être en hiver. Eh bien, tout cela, je vous en parle dans cette vidéo. À très bientôt.